Salut, salut tout le monde. Enfin, si salut, il n'y a encore personne. En tout cas, je ne vois encore personne. Allez là, j'attends que vous vous connectiez. Hello Mina, j'espère que tu vas bien. Hello Adéola Fit. Hello les mignonneries, Caramouquette. Hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai 5 minutes de retard. Vous savez, avec les enfants, enfin bref. Mais bon, on va y arriver. Là, il est quoi? Ouais, 21h06, on est encore bien dans les temps. Donc, c'est cool. Bon, je vois que vous vous connectez, que vous commencez à arriver. Je vois déjà des cœurs. Vous êtes au top là. Vous savez ce qu'il faut faire. Hello Christopher, j'espère que ça va. Hello Assa, go 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 pour ce soir. Yes, on est à fond. Dites-moi dans le chat s'il vous plaît, si vous m'entendez. Je pense que vous me voyez aussi, donc ça c'est cool. Dites-moi est-ce que vous m'entendez bien parce que là j'ai mis, je mets à chaque fois les écouteurs pour que le son soit bon de votre côté. Donc dites-moi si c'est ok pour vous. Hello Ducasse, j'espère que ça va. Esprit Dev. Oui, me dit Ameline, 5 sur 5. Ok, super. Ok, top, top, top. Bon, là, on a 5 minutes de retard, donc on va pas trop bavarder, on va commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, on est dans un live FAQ, comme je l'ai mis dans le titre, donc je vais répondre à vos questions. Et donc, depuis hier, comme tous les mercredis, on va dire, j'ai mis des questions, en fait, j'ai mis une boîte à questions dans les stories et vous avez renseigné quelques questions. Donc, ce que je vous conseille pour ce live, ce que je vous conseille, non, c'est même la règle du live pour que tout se passe bien. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte à questions. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas zapper une de vos questions, en fait. Comme ça, je pourrais regarder dans la boîte à questions et sélectionner les questions et y répondre au fur et à mesure. Franchement, faites-le. Il vaut mieux mettre les questions dans la boîte à questions que dans le chat parce que, voilà, quand ça défile, après, le problème, c'est que plus il y a des messages, et après, votre question va se perdre, en fait, dans le lot de messages, quoi. Donc, utilisez la boîte à questions si vous avez des questions à poser. Ok, hello, hello, Del, Missy, enfin bref, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Comme je disais, je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, si tu as des questions sur l'immobilier ou des questions sur moi, parce que tu as envie de me connaître plus, que sais-je, n'hésite pas, mets tes questions dans la boîte à questions. Et j'y répondrai. Bon, avant de commencer quand même le live, je vais me présenter rapidement. Si jamais tu me découvres à travers ce live ou ceux qui vont me découvrir parce que je vais le mettre en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, hello à toi, sois le bienvenu si tu regardes le live en replay. Je suis Célie Dorido, je suis investisseur immobilier immopreneur et j'accompagne également les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier rentable pour devenir des immopreneurs, donc des personnes qui gagnent de l'argent grâce à l'investissement immobilier locatif. Alors, je vais commencer. Vous êtes réactifs comme jamais. Je vois déjà la boîte à questions là. Vous mettez déjà vos questions dans la boîte. Attendez, je vais aller regarder tout de suite. Je vais commencer par cette question-là et après, je vais prendre les questions que vous avez mis quand même hier. Alors, bonsoir, pourriez-vous détailler les travaux qu'il faut faire pour améliorer le DPE, s'il vous plaît? Alors, en fait, sur le DPE, il faut savoir que lorsque tu achètes, que ce soit un appartement ou que ce soit un immeuble de rapport, peu importe, en fait, tu demandes au vendeur de te fournir le dossier de diagnostic technique. Et dans ce dossier de diagnostic technique, tu as également le fameux DPE. Et normalement, le diagnostiqueur, il met toujours des conseils pour pouvoir améliorer le DPE après travaux, ok? Et donc ces conseils-là, ça vaut tout le temps parce que ça reste quand même générique et c'est de façon générale tout ce qu'il faut faire pour pouvoir améliorer le DPE. Donc ça va être l'isolation, ça va être le changement par exemple du système de chauffage, tu vois, des choses comme ça. Mais c'est tout très souvent noté par le diagnostiqueur dans le DPE, ok? Donc je te conseille plutôt de lire ce document-là et du coup de tout simplement suivre les conseils qu'a mis le diagnostiqueur dans le DPE, ok? Hop. Une autre question, bonjour. Pour un premier investissement,
Quel bien pouvez-vous nous conseiller? Wow, ça c'est une bonne question, mais en même temps, je vais te dire quelque chose. C'est pas à moi de te conseiller un bien en fait. Tu prends le bien avec lequel tu te sens à l'aise. Il y a des personnes qui veulent commencer dans l'immobilier, mais ce ne sont pas des personnes qui sont prêtes, par exemple, à aller sur un immeuble de rapport parce qu'il y a une question de crainte, de peur par rapport au fait que c'est gros. Il y a des gens qui veulent commencer par, je sais pas, une place de parking en fait, ou un box. Il y en a qui veulent commencer par un studio, par un appartement. Donc ça, c'est une question hyper personnelle en fait. Je veux dire, quel type d'investissement te correspond, te parle le plus, ok? C'est pas à moi, personne extérieure, de te dire ce qu'il faut faire. Sauf si ta question, c'est de savoir, par exemple, par rapport à ton profil, c'est-à-dire à combien tu gagnes, à ton taux d'endettement, à ta capacité d'emprunt, quel type de bien cette capacité-là te permet d'acheter. Ça, c'est une autre question. Et pour ça, il faut aller plus loin. Il faut un coaching privé, que je connaisse un peu plus sur ton profil. Enfin, voilà quoi. Mais sinon, autrement, ce que tu peux faire aussi pour pouvoir déterminer ce genre de questions, bah, c'est de te former pour savoir quel type de stratégie il y a dans l'investissement immobilier rentable. Donc, je parlais de places de stationnement, de box, d'appartements, faire de la coloc, d'immeubles de rapport. Donc, te former sur ces différents véhicules d'investissement et du coup, de savoir lequel de ces investissements correspond, toi, à tes besoins et à ton profil pour démarrer. Voilà. Pour te répondre, je dirais ça. J'espère que ça te va. Hello, hello, je vous vois nous rejoindre. Hein. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On est dans un live hyper cool, en mode questions-réponses. Donc, je réponds vraiment aux questions que tu as sur l'investissement immobilier. Donc, la seule règle du live, non, il y a 2 règles dans le live. Mettre les cœurs, c'est important pour m'encourager et tout. Quand je te donne de la valeur, mettre des cœurs. Et la deuxième règle, c'est de mettre tes questions dans la boîte à questions pour pas que je zappe ta question. Ok, alors j'ai répondu à celle-là. Alors, une autre question, est-ce qu'elle s'affiche ou pas? Je crois qu'elle ne s'est pas affichée. Alors, la personne demande, bonsoir, que pensez-vous de la location saisonnière sans être propriétaire? C'est-à-dire sans être propriétaire du bien en question, c'est-à-dire tu fais de la location, de la sous-location. Je crois que c'est ça la question. Hein. Si tu peux me préciser, que pensez-vous de la location saisonnière sans être... Oui, je pense que c'est ça. Qu'est-ce que je pense de la sous-location du coup? C'est-à-dire tu prends un appartement que toi-même tu loues et ensuite cet appartement-là, tu le mets en location courte durée. Bah, c'est une bonne idée en fait. C'est une idée, c'est une stratégie qui peut être bonne pour les personnes par exemple qui ont des difficultés à avoir leur financement. Ok, mais qui ont envie quand même de commencer à gagner de l'argent grâce à l'immobilier, bah, tu peux te servir du bien d'autrui, donc l'appartement de quelqu'un d'autre que tu sous-loues, et ensuite, toi, tu gagnes de l'argent avec cet appartement-là. Donc, c'est une bonne idée quand tu ne veux pas, enfin, quand tu ne veux pas, non, quand tu ne peux pas encore être propriétaire parce que tu n'as pas la situation, le profil pour avoir le crédit, le financement de ton projet. À ce moment-là, t'intéresser à la sous-location est une bonne façon de commencer à gagner de l'argent grâce à enfin pas à l'investissement, grâce à l'immobilier, tout simplement. Voilà. Mais après, si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi, je suis en mode patrimoine, tu vois. Voilà, donc, posséder aussi les biens, avoir justement cet enrichissement long terme parce que tu amortis ton bien, parce que ton bien prend de la valeur. Ça, moi, personnellement, ça m'intéresse aussi beaucoup, d'accord? C'est pour ça, moi, je prends la sous-location comme un moyen de faire de l'argent, mais parce qu'on n'a pas trop le choix, on ne peut pas encore acheter et donc on utilise ce moyen-là. Et c'est un moyen aussi, oui, ça c'est important aussi que je vous le dise. Il y a des personnes par religion, par des croyances, par culture, n'aiment pas faire du crédit. Il y a des personnes comme ça, ils ne veulent pas faire de crédit parce que par rapport à leur religion, c'est pas bien vu. Voilà, pour ces gens de personnes qui ne peuvent pas non plus faire de crédit parce qu'ils ont des croyances et que c'est comme ça, bah s'intéresser aussi à la sous-location, c'est une bonne chose du coup. Hello, 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 coucou à tout le monde, coucou, je vous fais des coucous là, hop.
N'hésitez pas, live questions-réponses, mettez vos questions dans la boîte à questions. Je vois que vous le faites déjà, hein, mais je le précise pour ceux qui arrivent au fil de notre discussion. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions. Questions sur l'immobilier ou sur moi, ma personne, ou sur mon patrimoine. En tout cas, voilà, ça enlève cool entre nous, de personnes de la communauté et autres. Hein. N'hésitez pas, mettez vos questions. Alors, j'en étais où, moi ? Alors, il y a une personne, Rachel, qui me demande, est-ce que tu conseilles d'investir pour faire de la colocation? Oui, bien sûr. La colocation, c'est une très bonne stratégie pour avoir un bon cash flow avec un appartement. Ça, c'est clair. Donc, oui, je le conseille à 100%. Si tu veux investir, mais tu sais que tu n'es pas prête pour aller sur du gros, c'est-à-dire un immeuble de rapport pour avoir de gros cash flow, mais tu as envie en même temps de ne pas te limiter juste à une opération blanche, c'est-à-dire une opération qui ne te rapporte rien, mais où tu perds rien. Bah, dans ce cas-là, oui, une solution, c'est la colocation. Tu vas rester sur un appartement qui est, voilà, qui est quand même un investissement, on va dire, qui fait moins peur qu'un immeuble de rapport, par exemple. Et en même temps, grâce à cet appartement-là, tu peux vraiment dégager un bon cash flow grâce à la méthode, à la stratégie de la colocation. Donc oui, moi, je trouve que c'est un bon investissement, une bonne stratégie. Alors, Claude qui demande, je crois que c'est parce que j'ai parlé tout à l'heure de DPE. C'est quoi le DPE? C'est le diagnostic de performance énergétique sur ton bâtiment, en fait, sur ton appartement. Peu importe le type de bien que tu achètes. Bon, à part si tu achètes un box, un garage, tu n'es pas concerné par le DPE. Mais dès lors que tu achètes une habitation, tu vas avoir le DPE. Donc, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est comment consomme, en fait, tout simplement ton logement, l'énergie, quoi, la consommation énergétique de ton logement. Et plus la note est lointaine, c'est-à-dire tu as une note de A à G, plus tu vas vers les G, et ça veut dire que tu as un passoire énergétique, quoi, c'est-à-dire tu as un appartement qui consomme énormément d'énergie, et donc ta facture d'électricité doit être, ou d'énergie de façon générale, elle va être costaud, quoi. Et c'est ça que l'État ne veut plus. Est-ce que... Tac. Est-ce que vous conseillez d'acheter les logements locatifs en SCI? Oui, bah après, ça dépend, tu sais, c'est toujours la même question en fait. Ça dépend de ta stratégie, tu vois. Je conseille, je vais te dire oui, mais conseiller pourquoi en fait? Ça dépend de toi. Quel est ton projet? Quel est ton objectif? Quel est ton besoin là? Pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? Ok? Donc, ça dépend de ta stratégie. Sinon, autrement, investir avec une SCI, c'est une bonne stratégie aussi en fonction de la personne qui l'emploie en fait et de l'objectif de cette personne-là. Moi, à titre personnel, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai investi en nom propre. J'ai également investi en SCI parce qu'à un moment donné, la SCI était la meilleure stratégie pour moi, en fait, par rapport à mon besoin et mon profil et le projet sur lequel j'étais en train d'aller, tu vois. Donc, oui, c'est une bonne stratégie. Maintenant, ça dépend de toi, tes besoins également et de tes objectifs. Et autre chose aussi que je peux te préciser sur les SCI, c'est que ça reste une société et du coup, en tout cas en France, la SCI, tu peux pas monter une SCI tout seul en fait ou toute seule, tu vois. Il faut être deux, soit toi avec un associé, personne physique, soit toi avec une personne morale. Ça peut être tout simplement une société que tu as qui est associée avec toi dans la SCI, Donc en gros, t'es associé avec toi-même, personne morale, quoi. Donc ça peut le faire. Mais autrement, si t'es seul, t'as pas de société, t'as pas d'associé, t'as pas quelqu'un qui veut investir avec toi, de toute façon, tu ne pourras pas monter une structure type SCI. Ok, donc j'espère que c'est clair. Alors, je vois quelqu'un là, mais je pense qu'elle a fait une erreur. Quelqu'un qui voulait monter dans live, mais je pense qu'elle a dû faire une erreur. Alors, je regarde quand même parce que sinon je vais oublier de répondre aux questions que vous avez posées hier dans les stories. Alors, il y a une personne qui demandait hier, est-ce qu'une SCI entre frères et sœurs vaut le coup? Est-ce qu'une SCI entre frères et sœurs vaut le coup? Bah oui, encore une fois, oui. Moi, enfin, je veux dire...
L'indivision, le problème, quand je parle d'indivision, ça veut dire que deux personnes qui achètent sans structure, c'est-à-dire on achète en nom propre, donc on est des indivisaires. L'indivision, c'est un peu compliqué quand ça ne va plus entre les personnes, en fait. Ok, tant que ça va, il n'y a aucun problème. Mais dès lors que ça va plus, c'est très compliqué de s'en sortir. Il faut acheter la part de l'autre, rachat de l'autre, enfin... Donc, pour éviter tout problème et se dire qu'on anticipe le pire des cas, même si c'est pas ce qu'on souhaite, dès lors que tu veux investir avec quelqu'un d'autre, que ce soit ton frère, ta soeur, ton cousin, ton ami, il vaut mieux partir sur une structure qui va régir voilà, votre association avec des statuts dans lesquels on va dire, voilà quoi, les règles sur lesquelles vous vous basez pour acheter votre bien pour la vie de votre de votre association du coup. Donc honnêtement, dès lors que tu veux acheter avec quelqu'un, moi je te conseille de toute façon de te focus sur une structure type SCI quoi. Voilà, dans l'immobilier en tout cas, la SCI serait une bonne solution si tu veux investir avec quelqu'un. Ouais. Donc entre frères et sœurs, oui, moi je trouve que c'est good, c'est cool, c'est cool. Alors, une autre question, et après je reviens dans la boîte à questions. Astuce pour investir dans le locatif quand on est propriétaire de sa résidence principale. Alors, il n'y a pas d'astuce, les amis. Il n'y a pas une astuce quelque part. Non. La règle, elle est très simple. Tu as acheté ta résidence principale, c'est top. Sache d'ailleurs que si tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, tu es un meilleur profil pour la banque. Parce que peut-être certains, dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés voir les banques, ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qu'est-ce que la banque a dit? Très souvent, il y en a qui vont vous dire, oui, mais pourquoi vous n'achetez pas votre résidence principale? C'est une question qui revient très souvent. Donc, pour la personne qui m'a posé la question, si tu es propriétaire de ta résidence principale, sache que tu as déjà une avance. Et donc, après, la règle, c'est quoi? C'est simplement que ta résidence principale, en tout cas la mensualité que tu payes pour ta résidence principale ne te fasse pas plafonner ton taux d'endettement maximum. Le maximum aujourd'hui, c'est 35% de tes revenus. Il ne faut pas que les dettes que tu aies par rapport vis-à-vis des banques dépassent 35% de tes revenus. Ok, c'est ça la règle. Dès lors que la mensualité de ta RP est peut-être, je sais pas, à 30%, à 28%, tu as encore de la marge, tu peux investir dans le locatif. Et les banques vont t'ouvrir les portes. Et donc, j'en profite pour te dire, si tu es dans ce cas-là, comme cette personne qui a posé la question, et que peut-être que tu te dis, oui, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, prends rendez-vous. Tu peux regarder dans le lien dans ma bio quelque part ou bien je le mettrai après en story encore. Prends rendez-vous avec moi ou une personne de ma type pour qu'on regarde ta situation. Il se peut que tu aies la situation idéale pour investir et tu ne le saches pas. Ça serait quand même dommage, ok? Surtout que les taux augmentent, que tu ne puisses pas profiter alors que tu as le droit et que tu as le profil pour, tu coches les bonnes cases. Donc, si tu as des doutes, si tu ne sais pas si tu as déjà la situation pour pouvoir investir, si tu te poses des questions parce que tu as ta résidence principale comme cette personne, prends rendez-vous simplement pour qu'on parle de ton profil, ok? Et savoir si tu peux investir et si on peut t'y aider du coup. Voilà, donc je reviens. Je vois plus vos cœurs, hein. Je ne vois plus les cœurs là. Mettez les cœurs, ça fait plaisir quand je vois les cœurs, j'aime trop ça moi. Alors, d'autres questions dans la boîte. Attendez, celle-là, je crois que je ne l'avais pas encore prise. Alors, par quel type d'opération conseillerais-tu de commencer si on est jeune? Si on est jeune avec un profil qui correspond aux banques, par quel type d'opération? Si tu es jeune, tu as un profil qui correspond aux banques. J'imagine que la première des choses que tu es faite, c'est déjà d'aller demander ta capacité d'emprunt. Parce que si tu me dis que tu as un bon profil, certainement tu es déjà passé par la banque. Donc, en fonction de la capacité d'emprunt que t'a donné la banque, là, tu te poses et tu regardes ce que cette capacité d'emprunt te permet d'acheter, tu vois, dans un premier temps. Si, admettons que tu es allé à la banque et en effet, elle t'a dit, elle peut te prêter 400 000 euros, bon, dans ce cas-là, oui, quoi, tu vas pas acheter un truc à 400 000 euros. Si tu débutes, c'est pas ce que je conseillerais quand même, tu vois. Mais si elle t'a dit 150 000 euros, de toute façon, 150 000 euros, tu vas peut-être
selon les villes, acheter un grand appartement, auquel cas tu vas faire de la colocation, ou sinon, ça va être un studio en fonction des villes, quoi, tu vois. Mais c'est difficile pour moi de répondre à ta place à cette question-là. Même dans ma formation, s'il y en a qui l'ont fait ici, qui sont dans le chat, ils vous diront, l'objectif, c'est que on détaille tous les types d'investissements, c'est-à-dire en studio, en appartement, machin. On voit les avantages, les inconvénients. Et en fonction de tout ça, chaque personne, à la fin de ce module en question, est capable de se dire, bah voilà par quel type d'investissement moi je me sens commencer, tu vois. C'est ça qui est important. Il faut pas qu'on te dise quoi faire dans l'immobilier, en tout cas pas sur ces questions qui sont très fondamentales. Cette question-là, sur quel type de bien tu dois aller, puisque c'est toi qui achètes au final, il faut que ce soit toi qui y réponde. Mais du coup, il te faut de la connaissance, ou sinon il te faut de l'accompagnement, ou sinon il te faut du conseil poussé en fonction de ton profil, quoi. Donc c'est pour ça que j'évite de répondre comme ça en général en live. C'est une question très particulière et c'est de profil à profil en fait. Ça dépend vraiment de chacun. Ok, alors une autre question. Est-ce rentable? Est-ce rentable? Bon, est-ce intéressant d'investir dans les résidences étudiantes ou seniors? Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, de ma fenêtre d'investisseur immobilier rentable, bah non, en fait, ok? Non. L'avantage qu'il y a, c'est que tu n'as rien à gérer. Si tu investis dans une résidence étudiante ou senior ou tout ça, en tout cas des résidences de service comme ça, tu n'as rien à faire. Tu n'as strictement rien à faire. C'est le gérant qui s'occupe en fait de la résidence. Maintenant, le problème, c'est qu'on peut se dire, ouais, ok, cool, t'as rien à faire. Ok, cool, tu vas avoir quoi? On va te dire 6% de renta. Mais même les 6% de renta, ça va dépendre du sérieux du gérant en fait. Donc, ça veut dire que tu lui confies même ces 6%-là. Il se peut qu'il déconne, il se peut qu'il ait des problèmes dans ta structure interne et il se peut que pendant des mois, tu sois là à ne toucher pas grand-chose, voire rien, et qu'au final, les 6% de renta, peut-être que tu vas être à 3%, quoi, tu vois. Donc, moi, ces genres d'investissement-là, je vais le dire encore une fois, mais je crois que je l'ai déjà dit, je le conseille aux gens qui ne démarrent pas, quoi, qui sont déjà bien gras, des gens qui sont assis, des gens qui, voilà, ils ont déjà leur bien, ils ont déjà beaucoup de rendement, ils veulent juste continuer à investir dans l'immobilier, continuer à avoir du patrimoine, en tout cas à diversifier, et à ce moment-là, ils s'intéressent à des stratégies qui ne leur coûtent pas beaucoup en temps, tu vois. Oui, c'est le genre de profil, mais quand tu démarres, je vois pas trop, personnellement, hein, par expérience, je ne vois pas l'intérêt de ce genre d'investissement-là si tu veux parler de rentabilité, ok? Et je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent la rentabilité, la résidence de service ou résidence étudiante. Pour moi, non, c'est pas là où tu vas trouver ta rentabilité, ok? Tu vas y trouver la tranquillité, mais pas la rentabilité. Alors, conseillez-vous d'acheter un immeuble déjà divisé en appartements ou acheter une maison et la transformer en plus d'appartements et tout ça? Ok, je vois la question. Alors, les deux sont bien. Les deux sont bien. Ça dépend de toi jusqu'où tu veux vraiment, entre guillemets, t'emmerder, quoi. Avoir des soucis, avoir des choses à faire. Je m'explique. Un immeuble qui est déjà divisé, tu as peut-être juste de la rénovation intérieure, enfin la rénovation à faire sur le bien et ensuite, ok, c'est bon, tu le loues, il n'y a aucun souci. Une maison que tu vas diviser, il va falloir que tu fasses des démarches administratives en plus de la rénovation. Certes, c'est rentable, ça, il n'y a pas de souci quand tu divises une maison enfin, quand tu transformes
une maison en immeuble, clairement, tu vas avoir ta rentabilité. Mais en même temps, attention à ne pas oublier la partie administrative qui peut lourdement te compliquer la tâche. Ok? Donc, quand je parle de la partie administrative, je parle de la mairie de chaque ville. Avant de faire un projet de division, il faut que tu aies ton permis de construire, ton permis de diviser. Et ce permis-là, pour que la mairie te l'octroie, elle va te demander des choses, en fait. Elle aura des exigences sur des places de stationnement, par exemple, pour chaque lot que tu vas créer. Il y a des villes dans lesquelles elle va te demander, par exemple, 2 places de stationnement en fonction du type d'appartement. Il y a des villes qui ne vont te demander qu'une seule place de stationnement. Il y a des villes qui font tout pour ne plus faire cette division-là, qui préfèrent écarter leur maison. Donc, en fonction de la ville dans laquelle tu vas te retrouver pour ton projet de division, il va falloir que tu ailles faire ce truc-là, enfin, en tout cas, c'est pas un partenariat, mais faire en sorte de travailler avec la mairie pour que ton projet soit réalisable. Donc, quand tu démarres dans l'immobilier, jusqu'où es-tu prêt à avoir des problèmes, quoi? Voilà. Moi, je dis toujours, il faut commencer simple. Hein. Déjà, quand tu prends un immeuble de rapport divisé, voilà, il faut faire les travaux et tout ça, c'est déjà ça de difficulté. Okay? Donc, il ne faut pas se rajouter des difficultés, surtout quand on démarre. Mais si tu y es déjà, peut-être tu as déjà 2, 3 investissements et tu veux aller pousser encore plus loin, à ce moment-là, oui, pourquoi pas t'intéresser à la division, quoi. Voilà. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire, c'est bien. Maintenant, attention, il y a une partie administrative à ne certainement pas négliger, sinon ton projet risque de tomber à l'eau et du coup, ta rentabilité avec. Ok. J'espère que c'est clair pour toi, du coup. Je vais prendre une autre question. Tac. Comment trouves-tu tes locataires et comment les choisis-tu? Comment est-ce que je trouve mes locataires? En mettant mes annonces en ligne, en fait. C'est aussi simple que toi. C'est-à-dire, toi, comment tu fais quand tu cherches un appartement à louer? Bah, tu vas sur les sites d'annonces. Et bah, moi, en tant que futur bailleur, bah, je vais sur ces sites où les locataires ou les potentiels locataires viennent regarder. Et en ce moment-là, je publie mon annonce là-bas et je laisse les gens m'appeler, en fait. Et maintenant, comment est-ce que je les choisis? Bah, déjà, en fonction des choses complètement légales que dit la loi, quoi. La loi dit, par exemple, une personne, pour que tu lui loues ton bien, il faut qu'il gagne 3 fois le montant du loyer. Donc, si ton loyer est à 500 €, il faut que la personne gagne à minima 1500 € net pour ma part. Donc, tu vois, donc je me base déjà sur ces choses-là. Je lui demande son avis d'imposition. Tout ce qui est légalement demandable, je demande et j'analyse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, tout va se jouer dans la vérification de ces documents-là. Je sais que il y en a qui font du faux. Donc, à toi, par exemple, quand la personne te donne son avis d'imposition, d'aller regarder et vérifier l'avis en question pour voir si c'est vraiment un truc, ok, quoi, qui est vrai ou si c'est du faux, quoi. Au moins, tu auras la réponse à tes questions. Mais voilà, je fais ces vérifications-là pour être sûr que la personne qui s'adresse à moi, bah, voilà, c'est une personne sérieuse. Et ensuite, maintenant, il y a d'autres choses. Tu peux avoir aussi des garanties. Une personne qui vient vers moi direct, en plus je le mets souvent dans mes annonces, si tu as la garantie Visal, pour moi tu es un peu privilégié par rapport aux autres parce que c'est une garantie qui fonctionne du feu de Dieu, c'est une garantie de l'État, elle te garantit le loyer sur 36 mois, enfin bref. Des choses comme ça, en fait, des profils comme ça, ou un profil qui vient et qui te dit, par exemple, qu'il y a la garantie Uncle, en fait, il se garantit lui-même son loyer. Il prend une assurance lui-même sur son loyer, en fait, tu vois. C'est lui qui paye l'assurance, tu vois. En Ile-de-France, je sais que c'est très courant, Garant Me ou Uncle. Tu vois, ce genre de profils consciencieux qui ont des garanties, voilà. Moi, ce sont ces personnes-là qui m'intéressent, quoi. Voilà. Personnellement, je fais le choix de ne pas prendre des personnes au RSA, par exemple. C'est un choix personnel, hein, je vous le dis complètement en toute transparence. Après, je sais qu'il y en a qui y sont et qui font comme il se doit les choses. Voilà. Mais personnellement, voilà, je filtre quand la personne n'a pas un travail et qu'elle n'est pas étudiante. Non, je ne prends pas. Par exemple. Voilà. On continue la team. Pou. La boîte à questions est remplie. My God, ne mettez plus. La boîte à questions est remplie. Alors, je réponds aux questions et je vois que ça s'arrête pas, ça continue. Attendez. Bon, il faut que je passe moins de temps sur chaque question, je pense. Est-ce que j'ai répondu à ça? Oui, ça j'ai répondu. Bonjour. Ok, ça j'ai répondu.
Ça, j'ai répondu. Alors. Ça, est-ce que j'ai répondu à ça? Je pense pas. En moyenne, combien pour investir dans un immeuble de rapport? C'est-à-dire, quand tu dis combien, tu parles de budget, quoi. C'est-à-dire, il faut combien en termes de budget pour investir dans un immeuble de rapport? Je prends comme ça la question, moi. Alors, combien, ça va dépendre vraiment de la région. Si je te donne une moyenne, elle serait tellement faussée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes sur Internet un peu, tu as des immeubles de rapport à 50 000 euros. Bon, après, souvent, tu as des travaux. Allez, on va dire, pour avoir quelque chose de bien, qui n'est pas une ruine, tu peux te baser sur 150, 160 000 euros à peu près. Maintenant, à ces prix-là, tu comprends que tu n'es pas du tout en région parisienne, tu n'es même pas à 1 heure, quoi, en fait. Hein. Tu vas être vraiment en province, mais tu as des provinces qui sont complètement dynamiques et à 150, 160 000 euros, tu peux trouver des petits immeubles de 3 studios, voilà, quoi. Pour démarrer, ça peut être pas mal, voilà. Alors, une autre question. J'aimerais mettre sur un compte épargne. Ah, alors, il y a une question. Attends, je crois que je vais faire... La personne a dû poser une autre question avant parce qu'elle a dit 2 sur 2, mais je ne trouve pas l'autre. Je ne trouve pas l'autre question, désolée, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Je sais pas. Mais j'aimerais mettre sur un compte d'épargne. Du coup, j'ai pas la première partie. Désolée si tu peux la remettre. Alors, une autre personne qui dit: les travaux me font peur. Arnaque, sous-estimation. Et comment faire pour corriger ça? Les travaux te font peur certainement parce que tu ne connais pas la manière dont on sélectionne un bon artisan. Parce que souvent les gens disent que les travaux leur font peur. Mais moi, ce que j'ai pu remarquer, même par rapport aux personnes que j'accompagne, c'est que c'est pas les travaux le problème en fait. Le problème, c'est cette peur-là de tomber sur un artisan qui ne fasse pas le job en fait, sur un artisan sur qui on ne peut pas compter, sur un artisan qui fait, voilà, disons-le, de la merde quoi, hein, un artisan qui fait pas ce qu'il faut et qui plante le chantier et du coup qui plante la rentabilité aussi quoi. Je pense que c'est plutôt ça la peur que la peur des travaux en eux-mêmes puisque c'est pas toi qui va faire les travaux directement. Maintenant, si tu as peur de ça, la parade qui fonctionne, c'est tout simplement toi d'apprendre à sélectionner un bon artisan en fait, d'apprendre à chercher un bon artisan. Comment on cherche un bon artisan? Qu'est-ce qu'on lui demande comme document? Comment on fait pour se rassurer par rapport à sa manière de travailler, tu vois? Maintenant, de façon très transparente, je peux te dire qu'aucun artisan, même des artisans qui travaillent avec moi, aucun n'est à l'heure. C'est-à-dire, si tu as peur parce que tu n'as pas envie qu'il ait de retard sur son chantier, laisse tomber. Ça, c'est pas possible. Tout artisan a toujours un peu de retard. Voilà, ça, c'est pas très grave. C'est à toi de l'anticiper, du coup, le prendre en compte dans tes estimations de timing de travaux, quoi, tu vois. Mais par contre, il y a des artisans, en effet, qui font pas bien le job et il y en a d'autres qui font comme il faut. Ils sont en retard, mais ils rendent quelque chose de nickel comme ça a été convenu. Et c'est plutôt ça qu'il faut chercher, quoi. Comment chercher un artisan? Moi, je l'aborde dans ma formation. Comment est-ce qu'on trouve un artisan? Qu'est-ce qu'on lui demande? Comment on s'assure qu'il fait bien le travail, en fait? Comment on s'assure qu'il est bon, tout simplement. Et où le trouver? Il y a différentes façons de faire, mais... moi je te dirais, pour résoudre ce problème-là, il faut que toi tu apprennes à chercher un bon artisan. Où est-ce qu'on le trouve? Comment on le sélectionne? Et une fois que tu sais ça, t'as qu'à mettre en pratique et puis tout roule quoi, tout simplement. Donc voilà, pour répondre à ta question, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors... Quel taux de rentabilité minimum acceptable pour un premier investissement locatif? Dites-moi dans le chat, quel taux de... Bon, on va répondre à cette question ensemble. Mettez-moi, s'il vous plaît, du coup, ce que vous pensez de cette question-là, c'est-à-dire votre réponse à vous, quoi. Quelle rentabilité minimum acceptable? Pour toi, si tu démarres là, je pense que peut-être que tu es en train de démarrer ou tu as déjà acheté, mais qu'est-ce que tu te dis, toi, en termes de rentabilité? 10%.
Ok, 10%. Yes. 7% minimum, puisque la personne, elle a bien précisé minimum. Ouais. 8%. Ok. 10% minimum. Ok. Ok. 10%. Ok. Très bien. Ok, 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 je vois. Alors, j'ai vu du 10% et puis la plupart des réponses, c'est plutôt du 10%. Ce qui n'est pas faux, mais ça va dépendre de quel type de bien avec lequel tu démarres. Si tu veux démarrer avec un studio, moi je te dirais, même si tu trouves du 8%, tu peux déjà y aller. Parce que sinon, tu vas chercher l'impossible, entre guillemets, hein, sauf si tu peux faire de la location courte durée. Là, tu peux aller chercher ton 10%. Mais autrement, si tu veux rester, par exemple, quelqu'un qui veut acheter un petit bien, un studio pour démarrer, on va pas lui dire, si tu trouves pas 10%, n'y va pas, quoi. Ça veut dire, quelqu'un qui te dit ça, c'est qui connaît pas le marché immobilier locatif. Ça, non, c'est pas comme ça. Il faut avoir une rentabilité cohérente avec le type d'investissement sur lequel tu vas. Donc, quelqu'un qui va démarrer avec un petit appartement, franchement, s'il trouve même du 8%, pour moi, tu peux déjà y aller, c'est très bien. Ok, mais si par exemple tu es intéressé plutôt par les immeubles de rapport, alors je peux te challenger d'aller chercher ce 10% là, qui n'est pas non plus forcément trouvable comme ça en un claquement de doigts. Hein. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut savoir optimiser les biens, parce que d'ailleurs très souvent la rentabilité se crée, elle se trouve pas en lisant une annonce hein, sur le bon coin. Vous allez en trouver, mais vous allez voir que c'est très rare et ça part très vite. Les trucs où tu vas lire 13% de rentabilité, si ça fait trop sur internet, c'est peut-être une semaine quoi, et encore. Donc la rentabilité, très souvent, on va la créer en allant visiter le bien, en regardant ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut créer une pièce supplémentaire? Est-ce qu'on peut optimiser autrement? Est-ce que, tu vois, on va la créer très souvent. Mais en tout cas, pour répondre simplement à cette question-là, ça va dépendre du type de bien sur lequel tu veux te positionner comme premier investissement. Si c'est un appartement, un type studio, si tu es déjà à 8% de rentabilité, go, vas-y à fond. Okay? Si c'est un immeuble de rapport, tu peux te challenger, aller chercher du 10% minimum brut. Ok, moi je parle en termes de brut, pas de net. 10% brut déjà, ça peut être intéressant. Voilà. Merci pour les cœurs. Merci, merci, je vois vos cœurs. Merci beaucoup. Oh, alors, il y a une personne qui demande, pouvez-vous définir la rentabilité? Bah, la rentabilité, en fait, c'est un taux. Oh, j'ai perdu mon stylo. La rentabilité, c'est un taux qui te permet de juger en fait de l'intérêt de ton investissement en fait, tout simplement. C'est un peu je sais pas, c'est un guide quoi. Ça va te dire si tu dois y aller ou pas. Maintenant, comment ça se calcule? Bah, c'est ce que tu vas gagner par rapport. Attends. Qu'est-ce que je te raconte? Ouais, c'est ça. C'est ce que tu vas gagner sur ce bien-là sur 12 mois. Donc, la rentabilité, ça se calcule de façon annuelle. Tu fais les loyers que tu vas gagner divisé par les charges fois, du coup, 100. Et tu vas trouver un pourcentage qui est la rentabilité. OK? Mais il y a différents types de rentabilité. Tu vas avoir la rentabilité brute. Et pourquoi je disais tout à l'heure que je parle sur le brut? Parce que c'est souvent, même quand tu vas regarder sur les sites d'annonces immobilières, s'ils te mettent une rentabilité, très souvent c'est du brut, quoi. Le brut, ça parle à beaucoup de gens. Et après, toi-même, tu te calcules le net et le net, voilà. Mais là, tout simplement, la rentabilité, c'est un peu le guide, la boussole qui te dit, ah tiens, cet investissement-là, ça peut être intéressant parce que tu atteins un certain niveau de rentabilité, quoi. Ok, alors je lis un peu dans le chat parce que j'avais pas encore fait jusque-là. Attendez, je vais lire pour voir quand même si vous avez mis des questions. Hello à tous ceux qui nous rejoignent, je vous vois, mais bon, je parle tellement que j'oublie de vous dire coucou, donc je vous fais coucou rapidement. On est sur un live questions-réponses, donc si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Des questions de quoi? Des questions sur l'investissement immobilier ou sur moi, mon job, mon travail, mon expérience. N'hésitez pas, mettez vos questions et je vous réponds. Je regarde dans le chat, je crois que j'ai pas vu de questions passer que j'aurais pu louper. Tac. Je crois que c'est bon. Ok, donc je retourne.
Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité d'acheter sa résidence principale, surtout les familles nombreuses en région parisienne. D'accord, oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que c'est au cas par cas, quoi. C'est à toi de savoir ta situation et voir ce que tu peux faire. Et aussi voir avec les banques, parce que de toute façon, c'est toujours elles qui financent ce qu'elles peuvent faire pour toi en termes de capacité d'emprunt. Et ensuite, tu vois ce que tu en fais, quoi. Mais ce qui est sûr, quelqu'un qui a sa résidence principale, très souvent, elle est mieux vue par la banque que quelqu'un qui n'a pas encore acheté sa résidence principale et qui est en location. Ça, c'est un fait, quoi. C'est pas que j'encourage pas ou je décourage pas à quoi que ce soit. Moi, je parle de façon factuelle, c'est comme ça. Ils souhaitent qu'on achète une RP avant tout et ne prête pas pour un investissement. Ah oui, oui, c'est ça, ouais. Tu parles des banques. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça. Maintenant, prête pas, ça va dépendre des banques. Parce qu'il y a des banques qui prêtent même si tu n'es pas encore propriétaire de ta RP. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important à savoir. C'est quoi? L'investissement que tu vas avoir, le oui ou le non que va te dire la banque, va dépendre même de la personne que tu vas avoir dans la banque. C'est-à-dire que dans une même banque, si tu vas voir monsieur A et demain tu vas voir monsieur B, les deux n'auront même pas le même discours et pourtant ils sont dans la même banque. Ou tu es dans une ville, tu vas voir la banque A de cette ville, tu fais 2 pas, il y a la banque B à côté. Elles vont même pas avoir le même discours en fait. C'est pour ça que les gens qui viennent et qui me disent oui mais ma banque elle m'a dit non. Ouais mais ta banque elle n'est pas la seule en France en fait, ok? Elle n'est pas la seule en France. Il y a des personnes aujourd'hui qui investissent, qui continuent d'investir alors qu'ils ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, ok? Mais elles arrivent à trouver un financement. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que de façon très courante, il y en a beaucoup qui te poseront la question de la RP. Maintenant, il y en a d'autres, même si elles te la posent parce que tu auras bien défendu ton projet, parce que tu as un profil qui les intéresse malgré tout, elle va accepter de quand même te financer ton opération, quoi. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Avoir un financement, ça dépend de ton profil, de ton projet et de l'interlocuteur que tu as en face de toi. Voilà. Et si tu trouves que tu as un bon profil, un bon projet, alors change d'interlocuteur pour trouver ton financement. Point. C'est aussi simple que ça. Enfin, simple. Façon de dire. Alors, il y a Nella qui demande à quel moment as-tu acheté ta résidence principale? Au tout début, moi j'ai commencé en achetant ma résidence principale en 2015. Ok, en 2015, j'avais entamé le projet et du coup, j'ai acheté un terrain et j'ai fait construire ma résidence principale. Donc moi, j'ai commencé l'immobilier en investissant dans ma résidence principale, qui est un investissement. N'oubliez pas, hein, la résidence principale, c'est un bon investissement si tu sais bien acheter de toute façon et que tu dors sur de la plus-value. Sachez que la résidence principale, c'est le seul investissement où quand tu revends, tu as de la plus-value qui n'est pas imposée, quoi. Voilà. Donc, ça reste un investissement si tu l'as bien acheté. Ok, bon, je retourne à la boîte à questions parce que dans le chat, vous avez été au top. Il n'y a pas beaucoup de questions dans le chat. Autre question, donc, Ah, ça n'a pas pu s'afficher. Donc, la personne, elle demande, pensez-vous qu'à deux, je crois que c'est ça, il est possible de vivre de ces rentes immobilières? Qu'à deux, s'il est possible de vivre de ces rentes immobilières? Oui, bah, il est possible. En fait, c'est quoi être rentier, quoi? C'est-à-dire, je sais même pas d'ailleurs dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Vous souhaitez gagner combien pour pouvoir vous dire que je peux vivre de mes rentes, en fait? Donc, si la question peut valoir pour toi tout seul, si vous êtes à deux, vous additionnez en fait la somme qu'il vous faut. C'est souvent ça. Hein. Quel est ce montant-là pour te dire je vais être rentier? Parce que c'est ça, je crois que c'est ça qui a derrière la question. Si on peut vivre à deux sur des rentes. Donc, ça dépend du montant de ces rentes-là en question en fait. Donc, vous pensez qu'il vous faut combien? Et une fois que tu as défini combien il te faut,
toi et l'autre personne avec qui tu vis, il sait aussi combien il lui faut, ou vous deux, en tout cas, vous faites cette discussion-là et vous faites cette analyse pour déterminer combien il vous faut pour vivre. À ce moment-là, vous allez chercher cette somme-là en rente, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc, la réponse est oui. Si c'est possible, c'est oui. Mais non, ça se fait pas en 1 an, ça se fait pas en 2 ans. Il faut bien... c'est un projet, quoi. Donc, un projet, ça nécessite de l'écrire, ça nécessite un plan d'action, en fait. Et même ce plan d'action-là doit être divisé en sous-actions. Enfin, bref, il faut vraiment bien poser la chose sur papier et suivre le plan et exécuter, tout simplement, pour arriver à l'objectif. Mais c'est complètement possible. Donna dit toute seule. Ok, donc j'ai pas compris la question. Mon salaire actuel en rente IMO. Oui, bah oui, souvent c'est ça d'ailleurs. Hein. Les gens sont plutôt en mode je veux mon salaire actuel en rente, comme ça je quitte et je sais que j'ai quelque chose qui tombe tous les mois. Et souvent les gens, c'est pas pour aller ne rien faire, mais ils ont d'autres projets, ils ont envie de sortir d'un job qui ne leur plaît pas pour aller vers autre chose. Et oui, c'est en effet oui. On peut arriver à avoir son salaire actuel en rente, il n'y a aucun souci, c'est complètement possible. Maintenant, quand tu sais combien il te faut et tu sais comment on fait de l'immobilier rentable, alors tu vas calculer quoi, combien il me faut. Donc, avec ce qu'il me faut, imaginons je dis il me faut 2000. J'aime bien l'exemple, donc on va faire un exemple. Imaginons je dis qu'il me faut, allez, 2000 euros. 2000 euros. Je prends 2000 euros parce que 2000 euros, c'est ce que beaucoup gagnent quand ils démarrent, ou en tout cas beaucoup gagnent en termes de salaire. 2000 euros en rente. Donc, si je sais comment on fait du cash flow avec les biens immobiliers, je sais que pour avoir 2000 euros, si j'ai un immeuble, un bon immeuble bien situé dans lequel je fais sur par exemple 4 appartements que de la location courte durée, même avec un seul bien, je peux arriver à avoir les 2000 euros, je vous assure. Avec un seul bien. Mais donc avec un immeuble de rapport qui est situé dans un endroit où on peut faire de la location courte durée, qui porte bien, avec un immeuble de rapport, 4 appartements, tes 2000 euros là, c'est vite vu quoi, tu vas les faire. Ok. J'ai pas les moyens d'acheter un immeuble de rapport qui me permet de dégager ce cash flow là. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais passer par des appartements. À ce moment-là, ok, je me dis, bon, si je prends un bon appartement en colocation, je peux avoir facilement 600 euros de cash flow par mois. Voilà, 600 euros de cash flow par mois. Si je fais une bonne colocation, je peux l'avoir. À ce moment-là, je me dis, ok, il va me falloir avoir 3-4 colocations pour atteindre la même somme. Est-ce que vous voyez la logique que j'emploie? C'est ça, en fait. C'est ça. L'idée, c'est pas de se dire, ah, est-ce que c'est possible? Quand tu sais, maintenant, tu te poses, tu dis, je veux tant. C'est pour ça qu'il faut être précis dans l'objectif. Et comme il y a une personne qui a dit, je veux atteindre mon salaire. Donc, mon salaire, c'est combien? C'est tant par mois. 2000, 2500, ok. Je sais que dans l'immobilier, si je veux un immeuble de rapport, ça peut me permettre d'avoir 1000 euros de cash flow. Ça, c'est complètement possible sur les immeubles. Si c'est un appartement, parce que je ne peux pas aller tout de suite très haut, bah, à ce moment-là, colocation, ça peut me ramener tant. Et en fonction de ça, bah, je me dis combien d'investissement il me faut pour atteindre mon objectif. Vous voyez? Donc, pour toute personne qui est dans ce live et qui a pour objectif d'atteindre cette liberté financière, de remplacer son salaire par des rentes immobilières, faites cette méthode-là, ok? Faites ça, mettez les choses à l'écrit et mettez les investissements et vous allez voir que c'est possible, voilà. Parce que des fois, quand on vous dit comme ça, les gens pensent que c'est un mot de marketing. Non, c'est du vrai, c'est possible. Maintenant, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut écrire les choses pour visualiser la possibilité. Ok? Alors, ensuite, Ariel. On va prendre la question d'Ariel. Êtes-vous salarié ou vivez-vous entièrement de vos revenus immobiliers? Alors non, je ne suis plus salarié. Mais je l'étais jusqu'en 2021. Moi, j'étais salariée jusqu'en 2021 encore, ok? Et j'ai laissé mon salariat pour 2 raisons. Parce que, comme tu l'as dit, la première, c'est en effet parce que j'étais déjà arrivée à un certain niveau de revenu locatif qui m'allait bien. Et la deuxième raison, c'est que je suis entrepreneur, ok? Je suis également entrepreneur. Et je préfère
aider les gens à investir. Je préfère faire quelque chose dans lequel je vois mon impact directement dans la vie des gens que de rester salarié quelque part à aller faire des contrats pour qu'on maintienne des matériels dans la production d'énergie. Rien à voir. Il y a, dans un côté, tu vois ce que tu fais, tu vois ce que ça apporte dans la vie des gens, tu vois le retour qu'ils te font. Le choix est fait, en fait, c'est ça. Donc, moi, souvent, on me demande, tu es rentière? Oui, mais moi, j'ai pas lâché mon boulot pour ça, en fait, hein. C'est que à un moment donné, cumuler le travail, l'investissement immobilier. Je suis maman, je suis mariée, et j'étais salariée, et j'étais entrepreneur. À un moment donné, il faut faire des choix, sinon tu vis plus en fait. Donc j'avais fait le choix de lâcher mon boulot et de toute façon, j'étais arrivée aussi à des revenus locatifs qui me permettaient de partir sans changer la vie de mes enfants, leurs habitudes, rien du tout. Voilà. Donc si c'est ça la question, oui, je suis partie à ce moment-là. Et je ne suis plus salariée du coup pour ta première question. Alors, une autre question. Merci pour les cœurs, je vous vois. Hello à Ekia, Love, Coach, Jaminson. J'espère que je n'ai pas écorché. J'espère que vous allez bien. On est dans un live immobilier, questions-réponses. Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Dans le chat, non, ne faites surtout pas ça. Mettez-les dans la boîte à questions pour que je puisse y répondre. Alors, au bout de combien d'années de résidence dans la RP, sa vente n'est pas imposée? Au bout de 0 année, tu as acheté une RP, ok? Tu y résides pendant 6 mois. Tu as une mutation professionnelle, tu n'as pas envie de garder ce bien locatif, tu revends et tu n'es pas imposé en fait. Il n'y a pas un nombre d'années minimum, ok, pour lequel tu n'es pas imposé au bout de 0 année. Dès lors que tu as eu besoin de vendre ta résidence principale, tu la revends, et ben, tant qu'elle est connue comme étant ta résidence principale, c'est-à-dire tes factures arrivaient là, tu avais des consommations d'énergie, d'eau et tout ça, c'est considéré comme ta résidence principale. Et tu avais du coup, je crois que tu avais mis 1 sur 2. Ah ok, vu les nouvelles réglementations du HCSF. Le HCSF ne parle pas de comment tu dois exploiter ou pas, ou combien de temps tu dois rester dans ta résidence principale. Absolument pas. Le HCSF nous limite sur l'endettement, surtout sur le reste à vivre. C'est vraiment des questions pour avoir ton financement bancaire et pas sur combien de temps tu dois rester ou tu dois résider dans telle ou telle résidence, quoi. Ok, alors... Tac. Comment trouver les locataires pour un investissement locatif? Est-ce qu'on peut acheter un appartement avec des locataires? Je crois que c'est ça la question. Comment trouver les locataires? Alors ça, on l'a abordé il n'y a pas longtemps là. On l'a abordé, comment trouver des locataires. Bah, tout simplement déjà, il faut que tu mettes ton annonce en ligne, d'accord? Même, en fait, il faut toujours se poser la question. Quand tu poses cette question comme ça, tu peux te dire, mais comment moi je fais quand je veux trouver un logement à louer? Et bah, là où tu vas toi, ou là où tu irais toi, si tu cherches un logement à louer, et bah c'est là où tu iras aussi si tu es un bailleur en fait, tout simplement. On va tous au même endroit, ok? Pour trouver son locataire. Et est-ce qu'on peut acheter un appartement avec un locataire en place ou des locataires en place? Oui, bien sûr. Et souvent, ça peut te permettre, par exemple, de négocier le prix parce que, en fait, c'est pas toi qui as choisi ces locataires-là. En fait, tu peux te baser dessus en fonction de leur profil et tout ça, quoi. Donc, oui, tu peux clairement acheter un bien avec des locataires en place. Et moi, je l'ai fait, hein. Sur mon deuxième immeuble de rapport, il y avait 7 lots, il y avait 5 appartements qui étaient loués. Sur le troisième, il y avait 9 appartements, les 9 étaient loués. Les 9 étaient loués. Et donc, j'ai acheté l'immeuble avec les locataires en place, tu vois. Donc, ça se fait. Ok. Est-il possible d'acquérir un bien en France même si on réside aux USA? Le financement est-il possible par les banques françaises? Oh, par les temps qui courent, ma belle, ça va être compliqué.
Je dis pas que ça va être impossible, mais ça va être très difficile pour toi, surtout les US personnes, comme on les appelle ici. Tu peux avoir ton financement, mais la banque va te demander énormément d'apports, quoi. Tu sais, avant, déjà, pour ton genre de profil, elle demandait entre 30 et 45%, mais aujourd'hui, je ne pourrais même pas te dire combien est-ce qu'elle pourrait te demander pour te financer, quoi. Donc, il faut voir aussi, enfin... Après, je peux comprendre leurs craintes, quoi, vu la situation économique mondiale et tout ce qui se passe aujourd'hui. Déjà, les personnes qui habitent en France, la banque trie de plus en plus dans ces profils-là. Donc, à plus forte de raison, des personnes qui ne sont pas fiscalement résidents en France, c'est encore plus difficile pour elles. C'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, ça veut dire qu'ils te demanderont beaucoup plus d'apports, en fait, pour te financer. Alors, est-il toujours possible aujourd'hui de bénéficier de l'effet de levée des banques, même si sa capacité d'endettement, dépasse les 35% pour une personne ayant déjà sa RP et souhaite investir? Si tu n'as que ta RP, à moins que, en fait, par exemple, tu peux n'avoir que ta RP et que ta RP soit déjà pas mal amortie. Tu vois, si ta RP est déjà pas mal amortie, même si tu as atteint les 35% d'endettement, en fait, tu peux quand même pouvoir trouver financement. Okay? Donc ça, c'est complètement possible. Ou si tu trouves un investissement à 13%, 14% de rentabilité, tu vas voir que même dans le calcul de l'endettement, bah, en fait, elle va pas trop agir sur ton endettement au global parce qu'il y a beaucoup de rentabilité derrière. Donc ça peut quand même le faire. Et troisième chose, il faut savoir que ça peut être possible aussi en mettant pas mal d'apports. Okay? En France, et ça, je pense que justement, la personne qui parlait du HCSF le sait peut-être. En fait, tu as la règle de ne pas dépasser les 35% d'endettement, de ne pas dépasser plus de 25% pour le locatif et tout ça. Mais en même temps, il y a 20% de dérogation possible. Donc, 20% de dossiers pour lesquels on peut déroger à ces règles-là. Voilà. Donc, quel est ton profil? Il se peut que tu sois dans les 20% et auquel cas, même si tu dépasses les 35% d'endettement, la banque peut quand même te financer. Et à titre personnel, mon dernier immeuble de rapport, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai eu mon financement, je crois que c'était en février 2022. J'ai signé en mars 2022. J'ai eu pas mal de refus parce que mon endettement était déjà atteint. Et également parce que j'avais énormément de travaux sur ce bien-là. Mais au final, j'ai quand même eu le financement. Okay? Donc, ça dépend de ton profil. Okay? Et de l'intérêt que la banque porte à ton égard et à l'égard du projet que tu veux défendre ou que tu défends également. Donc, c'est complètement possible. Mais non, c'est pas en un claquement de doigts, il faut faire les choses, il faut bien sélectionner ton bien. C'est-à-dire que avoir un taux d'endettement qui dépasse déjà les 35%, c'est une difficulté. C'est-à-dire c'est une case rouge dans ton profil. Donc il faut que tout le reste soit vert en fait, pour que ça soit intéressant pour la banque. Alors, attends. Une autre question, ouais, il est déjà 22h, 22h02, ouais, ça passe vite la team, hein, ça passe trop vite. Quand on parle immobilier, là, ça défile, quoi. Peut-on faire construire sa RP avec projet locatif en même temps? Est-ce que tu peux faire construire ta RP, donc c'est une maison, et en même temps tu fais du locatif? Bah, ça peut être possible, oui, ça peut être possible. Maintenant, c'est comment tu présentes la chose en fait. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est tu vas construire un immeuble et tu vas vivre dans un appartement, tu vas construire une maison et tu vas faire, je sais pas, une dépendance. Ça dépend juste de comment tu présentes la chose, hein, mais ça peut être complètement possible. Hein. C'est comme il y a des personnes, par exemple, qui font des maisons jumelées, quoi. C'est-à-dire, ils construisent une résidence principale, mais ils font deux constructions, en fait, au lieu d'une, et ils vendent un côté. Donc, ça peut être complètement possible de le faire, ouais. J'ai l'impression, ça c'est une autre question. Attends, ça s'affiche pas. Je sais pas, il y a des questions qui veulent pas s'afficher.
J'ai l'impression que les gens n'utilisent pas le levier de l'exonération sur la résidence secondaire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, en fait, c'est déjà que ce levier-là, il n'est pas trop connu, d'accord? Il n'est pas très connu. Et la deuxième chose, c'est que, qu'est-ce que moi j'en pense? Bah, genre, ça peut être intéressant comme ça peut ne pas l'être, en fait. Ça dépend vraiment du profil de chacun, quoi. Et pour rappel, parce qu'il faut quand même que tout le monde nous comprenne, le levier dont parle Néla, en fait, c'est simplement qu'en France, si par exemple, t'as pas acheté ta résidence principale en premier, ok. T'as acheté un bien que tu mettais en location. Et demain, par exemple, tu te décides de vendre ce bien-là, tu le gardes 2, 3 ans, par exemple. Toi-même, tu es en location, hein. Donc, tu es en location. T'achètes un bien que tu mets aussi en location du coup, et au bout de 2, 3 ans, tu te dis, ok, je vais le vendre. Donc, ce bien-là, si tu le vends et qu'il dégage de la plus-value, cette plus-value-là peut ne pas être imposée, et pourtant, c'est pas ta résidence principale, mais cette plus-value-là peut ne pas être imposée si, dans les 4 années précédant la vente de ce bien-là, eh ben, tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale. Donc, ça, c'est la condition number one. Et la condition 2, il faut que cette plus-value-là te serve à acheter maintenant ta résidence principale. Donc, c'est pour ça, ce sont les contraintes pour bénéficier de cette exonération. Il y a des personnes où ça ne les intéresse pas tout simplement et du coup, elles ne l'utilisent pas. Et il y a des personnes à qui ça va très bien de faire ça et ensuite de prendre cet argent-là et en effet de financer leur résidence principale. Sachant que, comme je disais tout à l'heure, une résidence principale, tu peux y vivre 6 mois et après ensuite la revendre encore. Donc, c'est une stratégie pour certaines personnes d'investissement immobilier comme ça en fait. Hein. Donc, ça dépend de chacun, à chacun de voir ce qui est bon pour lui, pour elle, et du coup de bien fignoler sa stratégie en fonction, quoi. Si vous aviez, si vous aviez 300 000 euros, où et comment les auriez-vous investis? Oh, bah dites-nous alors, Zaïef, parce que cette question-là, elle n'est pas innocente. Dites-moi d'ailleurs dans le chat, c'est une question, voilà, pour faire réfléchir un peu comme ça. Si tu avais 300 000 euros, où et comment tu les aurais investis, quoi. Bon, en tout cas, pour moi, de façon personnelle, l'immobilier, c'est une passion. Donc, moi, je me retournerai toujours vers l'immobilier par les temps qui courent. Et vu là où je vais aujourd'hui, les biens que j'ai envie d'acheter, je sais qu'il me faudra mettre d'apport. Donc, peut-être que ce montant-là, en fonction des biens sur lesquels je vais le diviser en 2, en 3, en 4, en 5 et mettre ces apports-là dans différents biens immobiliers et les acheter, quoi. Ok, donc ça c'est moi, ça. Il y en a d'autres qui diront je vais mettre un peu dans l'immobilier, je vais mettre un peu dans la bourse, je vais mettre un peu dans le Bitcoin. Bon, en tout cas, de ma petite fenêtre, je sais qu'en ce moment les marchés financiers, à chacun de voir. À chacun de voir. Hein. L'immobilier pour moi, à l'instant où je vous parle, c'est le plus sûr, vraiment. Maintenant, voilà, il y a des connaisseurs qui vous diront que les marchés, c'est bien aussi et tout ça, même en ce moment. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas ma spécialité, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais personnellement, ça me servira d'apport pour l'immobilier. Ça, c'est une certitude. Et je regarde un peu dans le chat ce que vous avez mis. Ok, alors je vais prendre, allez, on va dire les 2 dernières questions. On va dire les 2 dernières questions. Il faut que je vois des questions qui vont profiter à tout le monde. Alors, par exemple, celle-là, je pense que ça peut être pas mal. Quel montant d'épargne minimum pour investir? Ah, ça, c'est une question qui revient très, très, très souvent. Hein. Quel montant d'épargne minimum? Et je réponds toujours la même chose. Le montant minimum, ça va dépendre du type de projet qui t'intéresse à première vue. Imaginons, comme je disais tout à l'heure, tu es allé voir ta banque pour ta capacité d'emprunt parce que tu n'as pas besoin d'avoir ton épargne au top pour aller voir la banque. Hein, pour faire le premier pas vers la banque, j'ai un projet d'investissement immobilier. Voilà, ça, je gagne ça, je gagne ça. Quel montant est-ce que vous serez prêt à me financer? Ça, là. Même si tu n'as pas encore le niveau d'épargne, ce premier pas, tu dois le faire, quoi. Voilà.
Et donc, imaginons, tu es allé voir ta banque. Elle te dit, je peux te financer, je sais pas moi, 200 000 euros. Ok, je peux te financer 200 000 euros. Et tu as vraiment envie de faire un investissement à hauteur de 200 000 euros. À ce moment-là, aie 20 000 euros d'épargne. Voilà. Soit toujours en mode 10%, quoi. Aie 20 000 euros d'épargne. Si plutôt elle te dit par exemple je peux vous prêter 200 000 euros, mais toi tu sais que voilà, pour ce premier bien là tu n'as pas envie de dépasser les 100 000 euros, donc tu vas acheter un petit studio, un petit T2 dans une ville à taille moyenne, une petite ville, à ce moment là est 10 000 euros. Tu vois, donc le montant de l'épargne pour moi est toujours corrélé au montant que tu veux demander à la banque. Voilà, est toujours de l'épargne en fonction du montant. Tu vois, si tu vas être sur de gros projets à 500 000 euros, là est beaucoup d'épargne. Parce que plus le projet est gros, plus la rentabilité peut être belle, mais plus aussi les ennuis potentiels peuvent être aussi à gros budget. Donc, il vaut mieux avoir les reins très solides, un bon matelas de sécurité pour aller sur des gros projets, des projets d'envergure, quoi. Voilà. Et donc, j'avais dit les deux dernières questions. Ça, c'est la uno. Et la deuxième, ça peut être quoi? Pensez-vous qu'il faut... C'est n'importe. Alors, ouais, celle-là, elle peut être pas mal aussi, vu l'actualité. Alors, pensez-vous qu'il faut accepter n'importe quel taux sous prétexte que la banque est prête à valider notre crédit? Est-ce qu'il faut accepter n'importe quel taux? Il faut accepter des taux... je dirais en fonction du marché actuel, quoi. C'est-à-dire, si tu as regardé sur les bons sites et que tu sais que les taux moyens aujourd'hui, on est autour de 2,33%, 2,30 sur 25 ans par exemple, et que la banque, elle te propose un taux de 5%, voilà, faut pas accepter 5%, faut aller juste voir une autre banque, tu vois. Mais je sais pas, si par exemple elle t'a proposé les 2,30 ou elle t'a proposé 2,40, bon, pourquoi pas accepter en fait, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut accepter les taux en cohérence avec le marché en fait, le marché global des taux immobiliers. Voilà, une banque qui te propose un taux complètement décorrélé du marché réel, elle a peut-être pas simplement envie de te suivre en fait. Ou elle trouve que tu représentes un trop gros risque et donc elle te donne un truc au hasard pour justement que tu ailles voir ailleurs tout simplement. Donc, faut pas accepter n'importe quel taux, mais en même temps, il faut rester cohérent par rapport au marché. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, oui, mais moi, il y a 2 mois, ma banque, elle m'a proposé du 1,90 et aujourd'hui, je vais la voir, elle me parle de 2,25, un truc comme ça. Ouais, mais il y a 2 mois, les choses changent au fil des mois, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle de cohérence. Voilà, il faut suivre le marché réel des taux et du coup se positionner là-dessus et enfin avoir l'information pour que quand la banque te propose un taux, tu te dises ok, ça reste dans la moyenne de ce qui se pratique actuellement à l'instant T et donc je peux accepter. Ok. Donc plutôt dans ce sens-là. La team 22h12, je regarde, hein, il y a encore des questions auxquelles j'ai pas répondu et c'est très frustrant pour moi. C'est très frustrant. Allez, j'en prends encore 2. Là, bon, c'est bon, c'est les 2 derniers. Vaut-il encore le coup d'investir en ce moment, surtout que les crédits ne sont plus attribués? Attention, pourquoi tu dis que les crédits ne sont plus attribués? Quelle est ta source? Parce que moi, je sais que les crédits sont encore actuellement attribués. Donc, je ne sais pas pourquoi tu dis que les crédits ne sont plus attribués. Alors, j'ai eu l'info d'une personne que j'accompagne qui allait voir une banque et la banque lui a dit, par exemple, que pour l'instant, elle ne prend plus de dossier. Elle attend début octobre. Pourquoi? Parce que tous les trimestres, en fait, le taux d'usure bouge. Donc, nous tous, on attend un nouveau taux d'usure là, début octobre. Et donc, il a eu cette réponse qui est complètement dans la logique de cette banque-là en question. Si c'est ça, oui, je veux bien. Mais dire qu'on ne fait plus de crédit, là, c'est pas vrai. OK? Ça, c'est pas une vraie information. Les crédits sont toujours édités. Ça dépend maintenant des banques en question. Il y en a, comme j'ai dit, qui attendent le mois d'octobre d'avoir le nouveau taux d'usure avant de relancer la machine. Il y en a qui font sans ça parce que tout le monde n'a pas ce problème de taux d'usure. Et aussi, il faut le savoir, peut-être que vous l'avez déjà constaté, il y a certaines banques qui vont vous proposer des taux variables justement pour contrer cette histoire de taux d'usure. J'en avais parlé dans les stories la dernière fois avec une vidéo de BFM
BFM. N'hésitez pas à aller regarder les infos. Je l'ai partagé aussi dans le groupe Telegram pour que vous ayez le lien vers cette vidéo-là de BFM, en effet, qui parlait des taux variables comme solution à ce problème de taux d'usure, en fait. D'accord? Donc, les banques elles-mêmes cherchent des solutions justement pour continuer à pouvoir nous faire du crédit, quoi. Donc, ça, c'était l'avant-dernière question. L'avant-dernière question. L'avant et la dernière, wow, c'est difficile de choisir, je vous assure. Les questions sont... franchement, vous avez une communauté de dingue. Vous avez des questions juste magnifiques, quoi. Des questions très intéressantes. Tout le monde, toutes les questions que vous posez, elles sont vraiment bien, en fait. Du coup, je sais pas laquelle choisir. Je sais pas. Bon, celle-là, peut-être. Celle-là, pourquoi pas. Est-ce que tu conseilles la gestion locative par une agence immobilière ou ce qu'il vaut mieux gérer soi-même? Elle est bien. Alors, est-ce que je conseille? Je vais vous dire ce que moi je fais personnellement. Personnellement, moi je gère mes biens moi-même. Pourquoi? Parce que je vois ce que font les agences immobilières et je ne vois pas leur plus-value par rapport à ce que moi je peux faire. C'est-à-dire, quand tout roule, une agence immobilière, elle va éditer les quittances de loyer tous les mois. Si, je ne sais pas, tes charges sont au réel, c'est même pas tous les mois qu'elle fait ça, elle va faire ça tous les ans, elle va regarder les consommations d'eau, si c'est en commun et tout ça, et redistribuer, ou en tout cas redemander de l'argent au locataire s'il le faut, mais c'est au bilan, quoi, limite, tu vois. Mais si quand tout roule, elle va faire les entrées des états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, et elle va éditer les quittances, quoi. Je sais pas, c'est pas tous les jours, hein, les états des lieux d'entrée et de sortie, quoi. Donc, payer 6%, 5% pour ce genre de mission, non, en fait. C'est un choix personnel. Maintenant, et autre chose, moi j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien discuter avec mes locataires, j'aime l'humain, quoi. Je suis curieuse de l'humain, voilà, tout simplement. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie d'interaction, il y a des personnes dans leur caractère qui, voilà quoi, ils n'ont pas envie de socialiser, ils n'ont pas envie, quoi. Si tu sais, tu te connais, tu sais que tu n'as pas envie d'avoir aucune interaction avec des locataires, tu veux pas du tout qu'ils t'appellent, tu veux pas avoir de relation avec eux. En ce moment-là, je trouve que ça peut être intéressant de déléguer justement parce que tu te connais, tu sais que c'est vraiment pas ton truc, quoi. Voilà. Mais si tu as un grain sociable, tu aimes bien, voilà, c'est tellement... C'est en fonction de chaque personne. Mais si on veut parler juste par exemple, est-ce que c'est pas trop prenant de gérer soi-même ses biens immobiliers? Bah, si c'est juste sur ce côté prenant que tu veux décider de déléguer, à ce moment-là, je te dis, ben non, en fait, c'est pas si prenant que ça. Les quittances de loyer, tu as la même trame. Et moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que dans mes quittances de loyer, il y a déjà le nom de chaque, j'ai une quittance pour chaque personne, il y a déjà son nom, son prénom, machin, il y a déjà le loyer qu'il paye, sauf augmentation, il y a tout déjà de fait. Et chaque mois, je change juste le mois, la date, je signe, basta. Donc et les agences immobilières, ils ont des automatismes même plus poussés que moi, en fait. Donc, ils font pas grand-chose et il faut leur donner 5-6%. À toi de voir, quoi. Si c'est vraiment sur le temps, ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si c'est une question de, voilà, t'aimes pas les relations, tu veux pas être dérangé du tout, à ce moment-là, il vaut mieux déléguer. Okay? Et sache toujours que moins t'en fais, plus ça te coûte. Donc, tu veux déléguer, ça veut dire que tu vas perdre une partie de ta rentabilité. C'est ça, on ne peut pas tout avoir. Et je finirai par cette belle phrase, on ne peut pas tout avoir dans la vie. J'espère que le live vous a plu. Franchement, vous êtes voilà quoi, très très réactifs. J'ai vu vos messages, les questions. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Il est 22h18. On a dit qu'on faisait des lives d'1 heure toutes les semaines. Voilà quoi. Je sais que demain vous allez travailler, donc on va essayer de respecter l'horaire. Malheureusement, désolé. Vraiment, vos questions sont au top, mais on y répondra jeudi prochain. De toute façon, on est là. Jeudi prochain, je peux vous l'annoncer déjà, on aura une invitée avec nous, comme on a fait la semaine dernière, on avait Gwenaëlle qui nous avait parlé de la location courte durée. Donc la semaine prochaine, on sera avec une personne, elle est, enfin,
Voilà. C'est une dame à connaître. Elle est au top sur la colocation. Elle va vous donner des pépites. Enfin, bref. Et voilà. La semaine prochaine, soyez là. Si le sujet de la colocation vous intéresse, elle a réussi à devenir rentière grâce à la stratégie de la colocation. Voilà, tout simplement. Pour la faire courte, elle-même, elle vous racontera son histoire et vous pourriez lui poser des questions sur sa spécialité qu'est la colocation. Voilà la team. Merci pour les cœurs, merci d'avoir été là, merci pour les interactions. Et encore une fois, si tu as un projet immobilier, tu souhaites vraiment démarrer, tu as un projet dans l'immédiat ou dans 6 mois, 6 mois c'est demain, n'hésite pas, clique dans le lien dans ma bio, tu vas trouver un lien pour prendre rendez-vous avec moi ou une personne de ma team. On est une équipe de 3, si tu n'en as pas moi, tu vas avoir Christopher ou tu vas avoir Ameline. Voilà, on est 3, donc clique sur le lien. Réserve ton rendez-vous pour qu'on puisse échanger sur ton projet et voir comment on peut t'aider à le concrétiser tout simplement. Voilà, malheureusement, on va s'arrêter là pour les autres questions que je vois un peu frustrées là. Ça se voit à ma tête d'ailleurs. Mais on va les réserver pour la semaine prochaine. Et puis je vous souhaite une très belle soirée et à la semaine prochaine ou dans les stories en attendant. Bonne soirée la team, bonne soirée.